Lorsque le manoir de John Wayne à Newport Beach a finalement été ouvert en 2011, les découvertes ont été choquantes. Qu'est-ce que le FBI a découvert dans la maison de John Wayne? Quels secrets ont été enfouis pendant toutes ces années? Explorons cette histoire choquante. Mais peut-être devrions-nous d'abord en savoir plus sur lui. Un début amer. John Wayne, icône immortelle du cinéma hollywoodien. L'homme qui se tient debout dans les films de western, associé à l'image d'un fusil, d'un chapeau de cow-boy et d'un regard déterminé. Mais le chemin pour devenir une légende n'a pas été facile. Avant que le monde ne connaisse John Wayne, il n'était qu'un garçon d'une petite ville nommée Marion Robert Morrison. Marion Robert Morrison est né le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa. Ce garçon n'est pas seulement remarquable parce que ses parents étaient des résidents importants, mais aussi en raison de son physique. Lorsque Marion est née, elle pesait 5,9 kilos, un chiffre impressionnant dont même la presse locale s'est fait l'écho. Mais personne n'aurait pu deviner que le garçon deviendrait plus tard l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. En 1910, alors qu'elle n'avait que 3 ans, Marion a failli perdre la vie en tombant dans un ruisseau glacé près de chez elle. Si un étranger n'était pas passé par là et ne l'avait pas sorti de l'eau glacée, l'histoire de John Wayne aurait pu s'arrêter là. Ce fut aussi le premier d'une longue série de rencontres avec le destin et la survie miraculeuse. La vie de sa famille n'est pas facile. Le père de Marion, Clyde Morrison, est pharmacien, mais son entreprise ne marche pas très bien. Lorsque l'entreprise a fait faillite, la famille Morrison a décidé de quitter l'Iowa à la recherche de nouvelles opportunités. Ils ont déménagé en Californie en 1914 et se sont installés à Glendale, où la jeune Marion a commencé une nouvelle vie. À Glendale, Marion Morrison s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Il courait souvent avec son Airedale Terrier, un chien nommé Duke. Les pompiers locaux voyaient souvent les deux amis ensemble et ont commencé à les appeler Big Duke et Little Duke. Marion aimait tellement ce surnom qu'il refusait d'en porter un autre. C'est ainsi que Duke devint la nouvelle identité du jeune Marion Morrison, un nom qu'il gardera toute sa vie. Mais à cette époque, Duke ne rêve pas de devenir acteur. Sa plus grande passion est le football. Grand, fort et physiquement imposant, il devient rapidement un joueur exceptionnel au lycée de Glendale. Ses performances impressionnantes lui valent une bourse sportive à l'Université de Californie du Sud, USC, en 1925, où il rejoint les Trojans de l'USC en tant que plaqueur offensif. Duke n'était pas seulement bon sur le terrain, c'était aussi un étudiant prometteur. Il avait de grandes ambitions. Il rêvait de devenir joueur professionnel. Mais le destin en a voulu autrement. Un jour, alors qu'il se rendait à la plage avec des amis, Duke a eu un grave accident de surf. Une énorme vague a déferlé sur lui et l'a projeté sur le sable, le blessant gravement à l'épaule. Cette blessure a non seulement mis fin à sa carrière de footballeur, mais lui a également coûté une bourse d'études à l'USC. Soudain, Duke se retrouve sans direction, sans football et sans soutien financier. Il a été contraint de trouver un moyen de gagner sa vie. Il a accepté toutes sortes d'emplois pour joindre les deux bouts, de la station-service au transport de marchandises. Mais une opportunité inattendue s'est présentée à lui, Hollywood. Grâce à son entraîneur de football, Duke a trouvé un emploi au studio Fox en 1927, mais pas en tant qu'acteur, mais comme accessoiriste, avec un salaire de 35 $ par semaine. Une somme dérisoire pour vivre en Californie. Duke n'est pas passé tout de suite devant la caméra. Au lieu de cela, il a travaillé dans les coulisses. Il a fabriqué des accessoires, installé des décors et fait des courses pour l'équipe. Bien que ce travail soit difficile, il lui permet de voir comment les films sont réalisés. Il a observé les acteurs et les réalisateurs, étudiant leur façon d'agir et d'interagir avec la caméra. La première petite percée de Duke a eu lieu en 1926, lorsqu'il a joué un rôle secondaire non crédité dans Brown of Harvard. Il n'apparaît que brièvement dans le rôle d'un joueur de football, ce qui était son point fort. Bien que ce rôle ne l'ait pas rendu célèbre, il a fait naître une nouvelle passion chez Duke, le métier d'acteur. Avec son apparence masculine et sa voix grave, Duke commence à être engagé dans de petits rôles secondaires dans des westerns à petit budget. Entre 1930 et 1939, il apparaît dans plus de 80 de ses films, dont la plupart sont tournés en quelques jours seulement. Ces années sont une lutte constante. Duke travaille sans relâche, film après film, mais son salaire reste faible et il reste inconnu du public. Sa vie est difficile. Certains jours,
Il n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture et ne pouvait manger qu'une boîte de haricots chauffée sur le poêle de son appartement bon marché. À la fin des années 1930, Duke envisage sérieusement d'abandonner Hollywood. Il a tourné dans plus de 80 films sans succès. Beaucoup de ses pairs abandonnent et cherchent des emplois plus stables. Mais Duke persiste. Il pensait qu'un jour, une véritable opportunité se présenterait. Et puis, comme le destin l'a voulu, le plus grand tournant de sa vie s'est finalement produit. Le point tournant. John Ford, l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood, lorgne sur John Wayne depuis des années. Il voyait dans le jeune homme quelque chose que les studios n'avaient pas vu. Une présence puissante et authentique à l'écran, qui ne s'apprend pas. Mais la carrière de Wayne stagne. Les grands studios ne sont pas convaincus. Pour eux, il n'était qu'un acteur raté de plus. Un type qui avait eu sa chance mais n'avait pas su la saisir. Ford savait que pour changer cela, Wayne avait besoin d'une vraie chance, d'un rôle suffisamment important pour prouver sa valeur. Cette opportunité se présente en 1939 avec le film Stagecoach. Mais le chemin vers le rôle n'a pas été facile. Les studios voulaient un grand nom pour le rôle principal de Ringo Kid. Des vedettes comme Gary Cooper ou Clark Gable étaient plus sûres et garantissaient des succès au box-office. Mais Ford ne voulait pas accepter cela. Il était persuadé que Wayne était le seul à pouvoir apporter de l'authenticité au rôle. Lorsque United Artists a refusé, Ford a protesté avec véhémence. Il menaça même de quitter le projet si Wayne n'était pas choisi. Les efforts de Ford ont fini par porter leurs fruits. Wayne, qui utilisait encore son vrai nom, Marion Morrison, dans certains projets, a décroché le rôle le plus important de sa carrière. Pour marquer ce tournant, il change officiellement son nom de scène en John Wayne, un nom qui deviendra légendaire. Dès la première apparition de Wayne à l'écran dans Stagecoach, le public sait qu'il assiste à quelque chose de spécial. Dans une scène classique, lorsque Ringo Kid est présenté, la caméra fait un panoramique sur Wayne, le filmant en train de faire tournoyer un fusil avec assurance. En quelques secondes, Wayne s'est gravé dans l'esprit du public. Ce que peu de gens savent, c'est que la scène n'était pas facile. Wayne, encore inexpérimenté dans les grands rôles, était si nerveux qu'il ne cessait de faire des erreurs. Le réalisateur Ford lui a fait refaire le plan 27 fois pour qu'il soit parfait. Mais lorsqu'il y est parvenu, ce moment a changé sa vie pour toujours. Stagecoach n'est pas seulement un succès, c'est un phénomène. Le film a été nommé pour 7 Oscars et a marqué le renouveau du genre western, un genre qu'Hollywood considérait comme obsolète. Plus important encore, il a fait découvrir au public un nouveau John Wayne, un héros du grand écran qui incarnait l'esprit de l'Ouest américain. Bien que Stagecoach ait rendu Wayne célèbre, Hollywood ne le reconnaissait pas encore totalement. Il n'a été payé que 3 700 $ pour le film, une somme modeste comparée aux grandes stars de l'époque. Mais Wayne s'en moque. Il avait quelque chose de plus important, une vraie carrière. À partir de là, le partenariat entre John Ford et John Wayne entre dans une phase légendaire. Au cours des 50 années suivantes, ils ont tourné 14 films ensemble, dont des classiques comme Fort Apache, 1948, She Wore a Yellow Ribbon, 1949, et surtout The Searchers, 1956, souvent considéré comme le plus grand western de tous les temps. Mais Ford n'était pas un homme avec lequel il était facile de travailler. Il était connu pour être strict et parfois cruel avec ses acteurs, en particulier avec Wayne. Pendant le tournage de The Searchers, Ford a humilié Wayne à plusieurs reprises devant toute l'équipe, lui faisant jouer une simple scène 17 fois juste pour tester sa patience. Mais Wayne ne s'est jamais plaint. Il comprenait que Ford l'aidait à devenir meilleur. Des rôles qui, selon lui, ne correspondaient pas à son image, notamment le rôle principal dans High Noon, 1952, un film qu'il considérait comme anti-américain. Au cours des années 1950 et 1960, Wayne a joué dans une série de superproductions, dans The Alamo, 1960, un projet dans lequel il a non seulement joué, mais qu'il a également réalisé et produit. Bien qu'il n'ait pas rencontré le succès commercial escompté, le film a été une puissante affirmation du patriotisme de Wayne. Il a ensuite remporté son premier et unique Oscar pour son interprétation de Rooster Cogburn dans True Grit, 1969, un vieux cow-boy à la fois grinçant et charmant qui a cimenté son statut de légende vivante. Mais derrière la célébrité, derrière l'image iconique, il y avait une autre histoire, une histoire remplie de luttes personnelles.
de conflits cachés et de secrets qui n'ont été révélés qu'après sa mort. John Wayne n'était pas seulement une légende à l'écran. Une vie personnelle mouvementée. Outre les rôles dramatiques qu'il a joués, sa vie personnelle l'était également. Sa vie amoureuse était pleine de passion, de trahison et de combats explosifs, même s'il se présentait comme un individu bourru et tout à fait américain. Une histoire d'amour qui a failli être détruite par des coups de feu, 3 mariages et plusieurs liaisons. Le Far West, qu'il a souvent représenté, est une vie tout aussi imprévisible que la sienne. Josephine Saenz, une femme réservée et extrêmement pieuse. Issue d'une famille riche, est la femme qu'il épouse avant son premier mariage. En 1933, alors que Wayne s'efforce encore de s'imposer comme une figure importante de l'industrie hollywoodienne. Ils se marient. À première vue, il s'agissait d'une combinaison parfaite. Pendant leur mariage, ils ont eu 4 enfants, et Joséphine a été là pour lui pendant les années de souffrance. Cependant, la distance entre eux s'est creusée au fur et à mesure que Wayne prenait de l'importance. En raison de l'horaire de travail exigeant d'Hollywood, Wayne était rarement à la maison. C'est sa réputation à l'écran de cow-boy robuste et autonome qui a fini par devenir sa personnalité dans la vie réelle. Il était animé par le désir de travailler, d'être célèbre et de vivre de nouvelles expériences. En revanche, Joséphine recherchait la stabilité. Un homme de famille qui serait toujours présent pour le dîner à la maison. C'est à la fin des années 1940 que leur mariage commence à se désintégrer. Lorsque Joséphine a découvert que Wayne avait eu une liaison avec Marlène Dietrich, le couple a été des plus cruels. L'actrice allemande emblématique était largement considérée comme l'une des plus belles femmes d'Hollywood. Et Wayne n'a pas pu résister à l'envie de tomber amoureux d'elle. Leur liaison a duré plus de 10 ans et était empreinte d'une affection, d'une passion et d'un secret extraordinaire. Comparée à toutes les autres personnes qu'il a fréquentées, Dietrich se distingue, audacieuse, courageuse et totalement enivrante à la fois. Il est clair qu'elle n'a aucune envie de se marier. Et Wayne n'a pas l'intention d'abandonner Hollywood pour être avec elle. Le mariage entre Joséphine et lui s'arrête officiellement en 1945. Et Esperanza Bauer, une actrice mexicaine au tempérament fougueux, devient sa seconde épouse peu de temps après. Peu de temps après, il l'épouse. La nature de leur relation peut être qualifiée de chaotique. L'envie intense qu'Esperanza éprouvait à l'égard des covedettes de Wayne la persuadait que ce dernier avait toujours des liaisons. Un soir, alors que Wayne rentre tard d'une soirée, sa jalousie s'intensifie au point de devenir violente. Dès qu'il a franchi la porte, Esperanza, enivrée et furieuse, s'est emparée d'un revolver et l'a pointé sur une autre personne. Bien qu'elle ait appuyé sur la gâchette, le couple n'est pas passé. Après avoir quitté la résidence ce soir-là, Wayne n'y est plus retourné. En 1954, ils finalisent leur divorce. Pilar Palette, une actrice péruvienne d'environ 20 ans, sa cadette, est la femme qu'il décide d'épouser pour la 3e et dernière fois. En 1954, ils se sont mariés et ont eu 3 enfants ensemble. Au début, il semble que Wayne ait enfin découvert un amour durable. Mais une fois de plus, sa carrière semble prendre le dessus. En 1973, leur mariage est pratiquement terminé et, bien qu'il n'ait jamais divorcé, ils mènent des vies différentes. Wayne a fini par s'installer avec Pat Stacy, sa secrétaire, qui a été sa dernière compagne. Tout au long de sa vie, Wayne a fait l'objet de rumeurs concernant d'autres relations. Une alchimie indéniable existait entre lui et Maureen O'Hara, qui était l'une de ses covedettes régulières. De nombreuses années se sont écoulées pendant lesquelles les fans ont supposé que leur relation à l'écran dépassait les limites de la caméra. Cela n'a jamais été vérifié par O'Hara elle-même, mais son petit-fils a affirmé plus tard qu'il y avait quelque chose d'authentique entre eux, quelque chose de passionné mais de difficile à entretenir. La vie personnelle de Wayne était peut-être mouvementée, mais il y avait une chose dont il était sûr, son rêve de faire Alamo. Le projet Souffrance. Pendant plus de 15 ans, John Wayne a été obsédé par l'idée de porter au grand écran la bataille épique d'Alamo. Pour lui, c'était plus qu'un simple film. C'était une partie de l'héritage de l'Amérique, une histoire de patriotisme, de sacrifice et d'esprit indomptable. Il voulait non seulement jouer dans le film, mais aussi en avoir le contrôle total pour s'assurer que le film reflète fidèlement l'importance historique et l'esprit des soldats tombés à Alamo. Cependant, Hollywood n'était pas intéressé par le projet. Les grands studios se méfient de l'énormité du budget et de la faisabilité du film.
Mais Wayne refuse d'abandonner. Il a fait l'impensable. Il a hypothéqué presque tout ce qu'il possédait, de sa houe et de ses biens personnels à sa société de production. Bad Jack, pour autofinancer The Alamo. Il a misé toute sa carrière, sa réputation et son avenir financier sur ce film. Les coûts de production atteignent rapidement 12 millions de dollars, une somme énorme en 1960. Wayne est déterminé à atteindre l'authenticité dans les moindres détails. Il a construit une réplique grandeur nature de l'Alamo à Brackettville, au Texas, en utilisant plus de 1,5 million de briques de terre, recréant ainsi fidèlement le cadre historique. La structure a non seulement servi de toile de fond au film, mais elle est également devenue une attraction touristique populaire pendant de nombreuses années. Le film a nécessité des milliers de figurants, des centaines de chevaux, de vrais canons et des scènes de bataille épiques qui duraient des minutes. Le tournage s'est déroulé dans des conditions extrêmes. Températures élevées, tempêtes de sable et scènes d'action épuisantes qui ont duré 79 jours. Wayne n'a pas réalisé le film à distance, mais il a été directement impliqué dans tous les aspects, de la mise en scène à la supervision de la post-production. Il a même exécuté un grand nombre de ses blessures, démontrant ainsi son dévouement et sa passion pour le projet. Malgré tous ses efforts, The Alamo n'a pas eu le succès escompté. Bien qu'il ait reçu 7 nominations aux Oscars et remporté le prix du meilleur son, le film a connu des difficultés au box-office. Les critiques étaient divisées, certains louant l'ampleur épique du film, mais beaucoup critiquant la longueur de l'intrigue et l'idéalisation excessive. L'énorme perte financière a plongé Wayne dans une grave crise. Pour la première fois depuis des années, l'icône américaine semble vaincue. Mais même la ruine financière n'a pas pu l'arrêter. Quelques années plus tard, Wayne a dû faire face à une bataille plus féroce que n'importe quel film, le cancer. Une vie passée à fumer jusqu'à 6 paquets par jour a fini par faire des ravages. En 1964, les médecins découvrent une tumeur maligne dans son poumon et ne lui donnent que 50% de chances de survie avec une intervention chirurgicale. La plupart des stars hollywoodiennes de l'époque gardaient leur maladie secrète pour éviter de passer pour des faibles. Mais Wayne ne l'a pas fait. Il a révélé publiquement sa maladie, a encouragé ses fans à se faire examiner et a même surnommé son cancer Big C pour aider les gens à se sentir moins effrayés. Il a subi une intervention chirurgicale majeure qui a consisté à lui retirer l'intégralité du poumon gauche et 2 côtes. Malgré la douleur atroce, Wayne a refusé de laisser la maladie contrôler sa vie. 5 mois plus tard, il était de retour sur le plateau de tournage. Avec un esprit inébranlable, il a continué à jouer, à être John Wayne, mais le cancer ne l'a pas lâché. En 1979, on lui diagnostique à nouveau un cancer de l'estomac. Cette fois, il garde l'information secrète, ne voulant pas que le public soit témoin de son déclin progressif. Il continue cependant à se montrer en public avec la plus grande fermeté. Son dernier film, The Shootist, 1976, est presque prophétique. Il y incarne G.B. Brooks, un tireur vieillissant atteint d'un cancer et confronté à une mort imminente. Ce rôle n'était pas seulement un personnage à l'écran, il reflétait aussi sa réalité pécheresse dans la vie réelle. Pendant le tournage, Wayne était extrêmement faible et devait utiliser une bouteille d'oxygène entre les prises. Mais il a persévéré, ne laissant personne le voir tomber. Dans une scène cruciale, alors que son personnage sortait de la ville à cheval, le cheval a soudainement trébuché, le projetant presque au sol. Wayne s'est déchiré un muscle de l'épaule, la douleur l'empêchant presque de continuer. Mais au lieu de s'arrêter, il a resserré la sangle de sa selle, gardé son équilibre et terminé la scène sans un mot de plainte. Tel était le courage de John Wayne, un homme qui n'a jamais abandonné face aux difficultés. Décès et décisions controversées. La vie de John Wayne, associée à l'image d'un héros fort, s'est reflétée non seulement dans les films auxquels il a participé, mais aussi dans les combats qu'il a menés dans la vie réelle. En particulier, la lutte contre le cancer qu'il a menée dans les dernières années de sa vie. Le 11 juin 1979, lorsqu'il s'est éteint au centre médical de l'UCLA, Hollywood et des millions de ses fans dans le monde entier ont été choqués. John Wayne a vécu une vie pleine et mémorable, marquée non seulement par une carrière illustre, mais aussi par des relations amoureuses tumultueuses. Après sa mort, l'attention s'est portée non seulement sur ses contributions artistiques, mais aussi sur ses dernières décisions personnelles.
en particulier son testament. Alors qu'il était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, avec des revenus considérables et une influence considérable, sa fortune a surpris beaucoup de monde. En ce qui concerne la valeur nette de John Wayne, les 6,85 millions de dollars qu'il valait au moment de sa mort, l'équivalent d'environ 25 millions de dollars aujourd'hui, ne sont pas comparables à ceux d'autres légendes hollywoodiennes. Il était l'un des acteurs les mieux payés dans les années 1960 et 1970, mais une grande partie de sa fortune semble avoir disparu. Au cours des dernières années de sa vie, Wayne a dû faire face à des problèmes financiers, qu'il s'agisse d'investissements infructueux ou de l'évolution de l'industrie cinématographique, où il n'était plus la star qu'il avait été. L'un des aspects les plus remarquables du testament de Wayne est qu'il n'a rien laissé à sa troisième épouse, Pilar. Bien qu'il n'ait jamais officiellement divorcé, elle a été complètement exclue de son testament, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Pourquoi a-t-il fait cela? Était-ce dû à la tension de leur relation? Ou y avait-il quelque chose d'autre dont le public n'est pas au courant? Le mystère de l'histoire de John Wayne est renforcé par le fait qu'il a vendu son yacht bien-aimé, le Wild Goose, peu de temps avant sa mort. Le yacht n'était pas seulement un moyen de loisir, mais aussi un lieu où il trouvait la paix au milieu de ses journées trépidantes à Hollywood. Le Wild Goose a servi de dragueur de mines pendant la Seconde Guerre mondiale et a été transformé en yacht de luxe par la suite. Cependant, quelques semaines avant sa mort, le yacht a été discrètement vendu pour 750 000 $, laissant de nombreuses personnes surprises et s'interrogeant sur les raisons de cette décision. Tous ces événements dressent non seulement un tableau sombre de la fin de la vie de John Wayne, mais ils nous poussent également à nous interroger sur les choix financiers et personnels qu'il a faits. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie à se forger une image de héros intrépide, têtu et déterminé, les décisions qu'il a prises au cours de ces dernières années n'ont pas été faciles à prendre et ont été entourées de mystères. John Wayne n'était pas seulement une icône hollywoodienne, mais aussi un modèle d'homme dur et fort, qui n'était pas dépourvu d'éléments humains et de lutte intérieure. Bien que sa carrière lui ait apporté un grand succès, sa vie personnelle et ses décisions finales restent une série de questions sans réponse. Avec sa mort, la maison de Newport Beach où il a vécu ces dernières années est devenue une relique, qui ne sera plus jamais ouverte au public. Depuis sa mort, la maison est restée silencieuse, personne n'est autorisé à y pénétrer, et les objets qui s'y trouvent, les souvenirs d'une légende, sont cachés et ne doivent jamais être vus. Photographies, objets personnels et surtout souvenirs d'un âge d'or de l'industrie cinématographique, semblent avoir disparu dans l'espace silencieux du passé. La disparition de John Wayne a laissé un vide indescriptible dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Quoi qu'il en soit, son héritage perdure, non seulement à travers ses films, mais aussi à travers les histoires inédites d'une légende qui s'en est allée, emportant avec elle des secrets que lui seul connaît. En revanche, tout a changé en 2011. Après ce qui a semblé être une éternité, les portes ont finalement été ouvertes, révélant une capsule temporelle contenant des mystères, des richesses et des secrets qui avaient été dissimulés pendant des siècles. À l'intérieur, plus de 700 objets personnels ont été découverts, chacun offrant une occasion unique de découvrir la vie privée de l'un des personnages les plus emblématiques d'Hollywood. Des piles de lettres personnelles, des notes manuscrites sur des scénarios et des images inédites ont notamment été retrouvées. Des moments privés qui ont été préservés dans le temps, capturant Wayne non pas comme la star de cinéma, mais comme le gars qui est la force motrice derrière la légende. L'une des découvertes les plus étonnantes a été celle d'un simple morceau de plastique qui semblait n'avoir que peu d'importance, mais qui est finalement devenu le rêve d'un collectionneur. Il s'agit de son dernier permis de conduire. Même le plus petit souvenir de la vie de Wayne avait une grande valeur, comme le prouve le fait qu'il a été vendu pour la somme stupéfiante de 89 500 $ lors de sa mise aux enchères. Puis, il y a eu la lettre qui avait été scellée. Ses biens ont été découverts, mais le contenu de la boîte n'a jamais été révélé au public. Qu'y avait-il à l'intérieur? Une dernière confession? Une partie perdue de son héritage? Personne ne le sait. La lettre reste un mystère. Ses mots sont à jamais enfermés. Symbole de controverse. Cependant, même si Wayne a été très adulé, un autre aspect de son héritage a refait surface quelques décennies plus tard. Cet aspect de son héritage a suscité l'indignation,
des débats et des appels à retirer son nom des annales de l'histoire. 1971 est l'année où Wayne accepte de participer à une interview avec le magazine Playboy. À l'époque, cela n'avait pas suscité beaucoup de remous. Mais en 2019, un simple tweet a complètement changé le cours des choses. L'interview avait été révélée par quelqu'un et son contenu était alarmant. Tout au long de sa vie, Wayne a fait des déclarations profondément racistes et insultantes, ainsi que des commentaires sur les personnes d'origine africaine, les Amérindiens et les personnes LGBTQ+, qui ont étonné le public actuel. Selon lui, il était partisan de la suprématie blanche jusqu'au moment où les Noirs ont été éduqués au point d'être responsables de leurs actes. Pour justifier le traitement violent des Amérindiens, il a déclaré qu'ils avaient été déplacés d'une manière acceptable pour eux. En outre, lorsqu'il parlait des personnes identifiées comme LGBTQ+, il utilisait des termes désobligeants qui rejetaient leur position dans la société. À la suite de la réapparition de l'interview, les médias sociaux se sont déchaînés. Les personnes qui avaient grandi en admirant Wayne ont été obligées de se confronter à une facette de lui qu'elles n'avaient jamais rencontrée auparavant. S'agissait-il simplement d'un homme qui vivait à son époque? Y avait-il quelque chose d'autre? La réaction a été presque instantanée. Autrefois associé aux actes héroïques des États-Unis d'Amérique, le nom de Wayne était désormais lié à la controverse. Pour certains, son héritage a été ruiné par cette interview, qui a démontré que l'homme au chapeau de cow-boy était loin d'être l'idole qu'on lui avait dépeinte. D'autres ont affirmé que ses points de vue, même s'ils étaient critiquables, appartenaient à une autre époque. Incorrect, mais pas du tout surprenant. Cependant, la discussion ne s'est pas arrêtée en ligne. Elle s'est déplacée vers des institutions du monde réel, qui avaient fait de même depuis longtemps et qui vénéraient le nom de Wayne. L'aéroport John Wayne, situé dans le comté d'Orange, en Californie, a été considéré comme l'une des cibles les plus importantes. Depuis 1979, date à laquelle elle a reçu son nom. Elle a servi de mémorial à son héritage pendant de nombreuses années. En revanche, en 2020, les manifestants ont cherché à obtenir des réformes dans le cadre de manifestations nationales contre le racisme et l'inégalité. Le Parti démocrate du comté d'Orange a déclaré que les idées de Wayne ne correspondaient pas aux idéaux actuels et a demandé que l'aéroport soit rebaptisé en guise de punition pour ses actes. Son nom, qui était une source de fierté dans le passé, est devenu un symbole de conflit. Ses partisans ont répliqué en affirmant que ses réalisations et ses succès professionnels étaient plus importants que ses convictions. Dans une déclaration publique, son fils, Ethan Wayne, a défendu son père en affirmant que ses propos étaient injustement utilisés contre lui et que son père avait été mal interprété. Aujourd'hui encore, l'aéroport continue de porter son nom, bien que la controverse n'ait jamais été complètement résolue. La question à laquelle il faut répondre est de savoir si l'on doit ou non évaluer un personnage historique selon les critères d'aujourd'hui ou si l'on doit ou non détacher l'œuvre de l'artiste. Un héritage controversé. En 2020, l'héritage de Wayne a reçu un nouveau coup lorsque l'Université de Californie du Sud, l'institution où il avait suivi des cours, a fait un choix courageux. Depuis plusieurs années, l'École des arts cinématographiques présente une exposition qui rend hommage à Wayne. L'exposition présentait des affiches de films et des souvenirs qui mettaient en lumière son illustre carrière. Cependant, lorsque les discussions sur le racisme et la représentation sont devenues plus intenses, les étudiants et les membres de la faculté ont exprimé leur désir de la voir retirée. L'USI a finalement décidé de retirer l'affiche, invoquant son désir de créer un environnement plus accueillant pour les personnes de toutes origines. D'un autre côté, les partisans de cette décision ont déclaré que l'héritage de Wayne ne reflétait plus les principes que l'institution souhaitait promouvoir, tandis que d'autres y ont vu une tentative d'effacer l'histoire. C'est à ce moment-là qu'une discussion encore plus importante a été relancée. Une discussion qui va bien au-delà de Wayne lui-même. Est-il possible de dissocier l'œuvre d'un artiste de ses propres convictions? Est-il possible que les réalisations d'une personnalité publique, d'un acteur ou d'un cinéaste l'emportent sur les défauts de cette personne? Il est toujours vrai que les films de Wayne sont parmi les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ces films ont joué un rôle crucial dans le développement du cinéma américain. Néanmoins, le fait que le réalisateur de ces films ait eu des convictions aussi controversées rend leur vision plus difficile pour de nombreuses personnes.
Ce conflit sur l'héritage de John Wayne n'est pas près d'être résolu. Certains continuent de voir en lui l'incarnation du héros américain, un homme qui incarne les qualités de force, de résistance et de patriotisme. D'autres le considèrent comme la représentation de croyances devenues obsolètes, un vestige d'une période de l'histoire d'Hollywood où les voix de ceux qui ne se conformaient pas à la norme étaient ignorées. Son nom est toujours utilisé aujourd'hui. Ses films sont encore vus aujourd'hui. Cependant, la question reste d'actualité. Comment commémorer John Wayne? Comment commémorer John Wayne? Au sens d'un mythe ou d'un avertissement sur la façon dont l'histoire peut changer sous nos yeux. John Wayne était bien plus qu'un simple acteur. Il était un point de repère, une représentation de l'individualisme sauvage des États-Unis et la personnification de l'âge d'or d'Hollywood. Le genre du western a été influencé par sa présence. Les films qu'il a réalisés sont légendaires et son nom est devenu synonyme de ténacité, de bravoure et de volonté inébranlable. Bien qu'il ait disparu depuis des décennies, son impact sur l'industrie cinématographique reste incontestable. D'un autre côté, un homme dont l'héritage est bien plus problématique se cachait derrière un chapeau de cow-boy et une image plus grande que nature. Les détails qui ont fait surface au fil des ans, allant de ses opinions provocatrices aux tensions familiales qui ont entouré sa succession, ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la façon dont on devrait se souvenir de lui à partir de maintenant. La perception qu'ont les gens de lui a changé à la suite de ses déclarations, sauvegardées lors d'une interview qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années, et qui exposait des croyances qui suscitaient l'indignation dans un environnement moderne. La controverse suscitée par ces propos a ravivé le débat sur la question de savoir si les personnages historiques doivent être évalués selon les critères du présent ou si leur mémoire doit être replacée dans le contexte de l'époque à laquelle ils ont vécu. Plusieurs personnes estiment que ces propos sont impardonnables, ce qui indique que son héritage doit être réévalué. Certains pensent que son influence sur l'industrie cinématographique et la société américaine est trop profonde pour être oubliée. Le fait qu'il ait gardé ses secrets cachés dans sa maison de Newport Beach pendant plus de 3 décennies n'a fait qu'ajouter au mystère. Des lettres scellées, des souvenirs égarés et des choix financiers singuliers dessinent le portrait d'un homme qui, malgré sa célébrité et son argent, est resté mystérieux même après sa mort. En plus d'être une star hollywoodienne, il était aussi un être humain qui avait des défauts, qui étaient compliqués et qui étaient parfois très controversés. Par conséquent, quelles sont les options qui s'offrent à nous aujourd'hui? Serait-il approprié de continuer à vénérer John Wayne comme la légende qu'il était? Ou devrions-nous reconsidérer sa position dans les annales de l'histoire? Ces films sont encore vus aujourd'hui. Il reste un personnage de premier plan. Cependant, à notre époque, où les héritages sont sans cesse réexaminés, son nom est désormais associé à des questions qui n'étaient pas soulevées dans le passé. Était-il l'ultime héros américain ou le symbole d'une époque révolue? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Oui, serais ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci, et à bientôt dans les prochaines vidéos.